Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant l'audition de Louis Schweitzer. Louis Schweitzer est l'ancien patron de Renault, ancien commissaire général à l'investissement, aujourd'hui à la tête d'Initiative France. Il s'exprime devant la mission d'information sur Alstom. Cette mission d'information a été créée à l'initiative du groupe socialiste. Elle a d'ailleurs pour rapporteur le sénateur Martial Bourquin. Le président est lui Alain Chatillon, deux sénateurs qui sont des spécialistes des questions industrielles. Ils avaient d'ailleurs travaillé il y a quelques années sur un rapport relatif à la désindustrialisation de la France. Cette fois-ci, eh bien, depuis quelques mois, ils travaillent plus précisément sur le cas d'Alstom, notamment dans le cadre de la fusion Alstom-Siemens. Ils s'intéressent à la façon dont l'État est intervenu sur Alstom ces dernières années et plus globalement sur la stratégie industrielle de l'État. Tout de suite, eh bien, donc, retour à l'audition de Louis Schweitzer. J'interviens bien sûr en tant qu'ancien. Je n'ai aujourd'hui pas de responsabilité administrative. Je suis administrateur de société. Je préside une association qui aide à la création d'entreprises. Mais au fond, je parlerai en me fondant sur mon expérience, Renault, le commissariat général à l'investissement, le fait que dans des temps assez lointains, j'ai été directeur de cabinet du ministre de l'Industrie et de la Recherche, mais c'était il y a beaucoup d'années, et finalement les problèmes ne changent pas tant. Et, je le signale au passage, j'ai par ailleurs eu la chance de présider une société industrielle britannique, AstraZeneca, qui est un grand pharmacien, une société suédoise, AB Volvo, qui est le second constructeur de camions du monde, et puis d'être au conseil de Philips, néerlandais, de Bosch, qui est allemand. Donc, au fond, j'ai la chance d'avoir vu un peu au-delà de nos frontières. Alors, je voudrais faire une remarque préalable, c'est que je crois à l'importance de la nationalité des entreprises. On parle souvent de multinationales, mais je ne connais aucune multinationale qui n'ait pas une nationalité. Il y a quelques cas d'entreprises binationales. Mais bon, Airbus en est une, le groupe Renault-Nissan est un groupe binational, mais au fond, le point de départ, c'est que les entreprises ont une nationalité et que cette nationalité est importante. Elle compte sur le mode de processus de décision, non pas sur la localisation toujours des usines, mais sur la localisation des centres de décision et des centres de recherche, et ceci est absolument critique. Alors, je vais prendre comme approche une approche que M. Chatillon connaît bien, qui est le slogan du commissariat général à l'investissement, qui tient en 3 mots l'excellence, l'innovation et la coopération. Mais je parlerai un peu plus longtemps de la coopération que des 2 premiers termes, parce que ça me paraît la faiblesse majeure de notre industrie. L'excellence d'abord. Bon, elle est d'abord l'affaire des entrepreneurs eux-mêmes. Il faut le rappeler. Vous avez évoqué l'État stratège. Je crois que la stratégie ne s'impose pas de l'extérieur. Elle est la stratégie des entreprises. Et elle dépend beaucoup de l'appétit de croissance, l'appétit d'exportation et l'attachement au territoire national. Et au fond, quand je regarde la France vis-à-vis de son voisin allemand, qu'on prend souvent comme référence, c'est vrai que ces appétits paraissent différents. Et cet attachement paraît différent. Je vais citer par exemple le cas de Bosch. Bosch est, on le sait, le premier équipementier mondial. Bon. Bosch, comme toute grande entreprise à volonté mondiale, a des lieux de fabrication dans le monde entier. Mais dans la stratégie de Bosch, il y a un point. Nous croissons dans le monde entier, mais nos effectifs en Allemagne ne diminuent jamais. Et le cœur de notre recherche demeure en Allemagne.
Et je pourrais le citer pour beaucoup d'entreprises allemandes. Et ce n'est pas un phénomène récent. Renault fabriquait hors des frontières françaises avant 1914. Mercedes a commencé à fabriquer hors des frontières allemandes à la fin des années 80. Donc 75 ans après. Donc il y a cette sorte d'attachement au territoire qui est une force de certains de nos concurrents et pas de la nôtre. Deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que nous avons en France d'excellentes entreprises en qualité, en coût et en délai. C'est les trois références en dehors de l'innovation sur lesquelles je reviendrai. Mais l'excellence, ce n'est pas seulement une affaire de réalité, c'est aussi une affaire d'image. Et reconnaissons-le, notre industrie n'a un avantage d'image que dans relativement peu de domaines. Il y en a deux qui me paraissent évidents, c'est celui du luxe et celui des industries agricoles et alimentaires. Et une image est beaucoup plus longue à construire souvent que le progrès réel. Par exemple, dans l'automobile que je connais un peu, l'image allemande donne un avantage de prix de l'ordre de 10%. L'image suisse dans l'horlogerie fait que la Suisse détruit tous ses compétiteurs. Et donc, l'image se construit sur beaucoup d'années. Alors, l'image n'est pas suffisante s'il n'y a pas la volonté de croissance et d'export. Et je reprends l'exemple des industries agricoles et alimentaires. Nous exportons moins que l'Allemagne, qui n'a ni notre image, ni notre territoire. Nous exportons moins que les Pays-Bas, qui n'ont aucune image, aucun territoire, mais qui ont, et j'y reviendrai, une industrie agricole et alimentaire parfaitement structurée et efficiente. Donc, l'excellence, dernière remarque, sur l'intervention de l'État. Qu'est-ce qu'il peut faire? D'abord, j'ai parlé d'excellence. Je pense que quand on intervient après que les difficultés sont présentes ou se sont exprimées, l'intervention a beaucoup moins de chances d'être efficace. C'est un peu comme pour la santé. Si vous intervenez tard, c'est plus cher et ça marche moins bien. Et dans l'intervention de l'État, traditionnellement, pour des raisons assez évidentes, plus d'énergie est consacrée aux malades dans l'industrie ou dans les entreprises qu'aux gens en bonne santé. Ce qui est, en termes d'efficacité, un inconvénient. Alors, est-ce qu'il ne faut jamais intervenir pour les entreprises qui vont mal? Je ne vais pas vous dire cela, parce que Renault, en son temps, a été sauvé par une intervention de l'État. Et je pense que cette intervention de l'État, qui est intervenue entre 84 et 87, a évité la disparition de Renault. Et je pense que la France se porte mieux du fait que Renault existe que si Renault avait disparu. Mais aujourd'hui, nous n'aurions plus le droit de faire ce que l'État a fait pour Renault du fait des règles de compétition. Je me souviens, quand j'étais à la tête de Renault, j'avais constaté que, au fond, nos concurrents automobiles considéraient qu'ils avaient un droit acquis à notre mort. Ils l'attendaient, ils l'espéraient, ils avaient programmé les conséquences à en tirer, et nous avons, l'acceptation par l'Europe du plan de sauvetage de Renault n'a pas été facile. Et je pense qu'aujourd'hui, un tel plan ne serait plus accepté. Le second élément où l'État peut intervenir pour l'excellence, c'est bien sûr le cadre général, l'attractivité du pays, qui comporte aussi des effets d'image et des effets de réalité. En coût de main-d'œuvre, en matière industrielle, nous sommes maintenant significativement en dessous de l'Allemagne. C'est bien. En matière fiscale, on peut espérer
ou souhaiter une harmonisation de l'impôt sur les sociétés, une harmonisation des règles de salaire minimum au niveau européen. Bref, il y a un effort à faire d'harmonisation au niveau européen, au niveau de l'OCDE. C'est déjà beaucoup plus difficile. Au niveau mondial, c'est encore plus irréaliste, si je puis dire. Mais je pense que l'Europe est un espace suffisamment grand pour que cette harmonisation soit possible. Et ça me paraît, je le dis, une condition de survie et de développement de notre industrie. C'est une condition nécessaire, c'est bien sûr pas une condition suffisante. J'ai déjà dit, le rôle central est celui des entreprises. Enfin, c'est l'environnement général, les infrastructures. On a un vrai avantage. On a parmi les meilleures infrastructures du monde. Le cadre juridique, on a un droit écrit, quelquefois on a nos complexes, mais le droit écrit est pour les entreprises un vrai avantage par rapport à un droit strictement jurisprudentiel. Toute entreprise qui a eu un procès aux États-Unis sait l'avantage d'avoir un droit écrit à la française. Le système administratif, où franchement notre système fait effort pour simplifier, et il est meilleur que celui qui existe dans beaucoup de pays, et nous ne devons pas sur ce point avoir des complexes. En termes d'image, je dirais que je suis frappé là, autant pour une entreprise ou une marque, l'image est quelque chose de lent. Pour l'image de la France, le basculement récent est très impressionnant. Et on va voir quels effets concrets il aura. Les effets sont toujours lents, mais au fond, le thème « La France est de retour », c'est très frappant quand on va à l'étranger et qu'on voit des chefs d'entreprise, qu'ils soient allemands, qu'ils soient de n'importe quelle nationalité, il y a un vrai basculement. Alors, mon second point, c'est l'innovation. Il est clair que la compétitivité industrielle française passe par l'innovation. Même si nous sommes bons en termes de coûts, nous ne serons jamais les meilleurs. Et sur l'innovation, l'État a, à mes yeux, un rôle tout à fait central et un rôle qui s'est aussi fortement exercé à travers le programme d'investissement d'avenir. C'est d'abord aider au premier développement des entreprises, les célèbres start-up, mais je dois dire que j'ai été frappé tout le temps que j'étais au PIA, au CGI, donc pendant un peu plus de 3 ans et demi, et en parlant avec la BPI, qui est un des grands succès de l'intervention en matière d'innovation en France, qu'il y avait plus d'argent disponible que de demande d'argent, quel que soit le stade de développement. Autrement dit, le problème n'était pas un problème d'insuffisance d'offres de capitaux. Le problème était une absence de demande de capitaux. Alors, entendons-nous, si on offre des fonds propres sans droit de vote, on trouve des clients. Mais nous avons un problème de nos entreprises, c'est une hésitation à ouvrir son capital. Je suis très frappé de voir qu'au fond, quand on regarde une entreprise américaine qui a une idée innovante, sa première idée, c'est de privilégier la croissance, et quand on est une jeune entreprise innovante, la croissance par autofinancement, elle est beaucoup trop lente. Et donc, leur première idée, c'est d'ouvrir leur capital pour nourrir leur croissance. En France, la première idée, c'est d'être maître chez soi, et donc de ne pas ouvrir son capital. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, la croissance s'essouffle et qu'on est obligé de se vendre. Donc, on a là aussi un sujet. Cela dit, en France, nous avons une bonne réussite au niveau de la création des start-up. La station F est un exemple privé tout à fait remarquable. Le soutien des institutions publiques est quelque chose de tout à fait important. Nous avons, et j'y reviendrai, des universités et des centres de recherche qui, dans tous les classements mondiaux, sont pour les centres de recherche
très très bien placés, le CNRS, le CEA, l'INSERM, l'INRIA, sont dans les meilleurs classements internationaux. On a quelques universités, grandes écoles qui sont aussi quelque chose. Et on a un projet majeur qui me paraît tout à fait central, c'est de faire de Saclay, Paris-Saclay, je dirais au sens large, une Silicon Valley en Europe. Et parce qu'il faut avoir conscience que les entreprises, et notamment les jeunes entreprises, sont grégaires, c'est-à-dire qu'elles veulent aller là où il y en a déjà beaucoup. C'est d'abord comme dans un restaurant. Hein. Si on voit un restaurant vide, on se dit il y a peut-être un problème. Mais aussi parce qu'elles vivent et elles se nourrissent d'un dialogue avec d'autres entreprises et d'autres infrastructures. Et donc, pour moi, un enjeu majeur de l'innovation, c'est la réussite. Alors, il ne peut y avoir plus qu'un pôle en France. Hein. Je pense à Toulouse, je pense à Bordeaux, on peut penser à Lyon, on peut penser à ce qui s'est passé à Nice et qui est tout à fait remarquable. Mais au fond, de créer des pôles d'attractivité et, bien sûr, quand même, il faut le dire, là, en France, Paris et Saclay ont dans ce domaine le premier rang. Dernier point que je voudrais dire sur l'innovation, c'est qu'on a beaucoup attaqué le crédit d'impôt recherche et à mes yeux, c'est franchement quelque chose qui a un effet très positif, soit pour susciter de l'innovation dans des entreprises petites et moyennes, soit pour faire que de grandes entreprises localisent en France leur innovation. Grâce au crédit d'impôt recherche, disons, il est moins cher d'avoir un centre d'innovation de très haut niveau en France que dans aucun autre pays de l'OCDE. Et franchement, aucune grande entreprise aujourd'hui n'a envie d'avoir son centre principal d'innovation en Chine ou en Inde, où il y a beaucoup de chercheurs, parce que tout simplement la protection de la propriété intellectuelle dans ces pays n'existe pas. Donc on a là, avec le crédit d'impôt recherche, un instrument miraculeux et un instrument qui sera d'autant plus efficace que les entreprises seront convaincues de sa pérennité. Et chaque fois que je vois la Cour des comptes ou tel proposer de remettre en cause le crédit d'impôt recherche, la conséquence immédiate, c'est que son efficacité baisse à coût constant. Parce que quand une entreprise planifie un développement d'innovation et de recherche, c'est sur 5-10 ans. Et donc si on se dit que la loi risque d'être abrogée l'année prochaine, on ne la prend pas en compte. Donc c'est là, m'adressant au Sénat, je voudrais le souligner. Et puis j'en viens à mon troisième point, la coopération. Et pour moi, l'absence de coopération entre acteurs est la faiblesse massive de la France. On a de très bonnes entreprises, on a de très bons managers, on a une très bonne recherche, on a une capacité d'innovation. En termes de coopération, franchement, on est les très mauvais élèves de la classe. Et j'en prends une illustration. La France, c'est la championne d'Europe des créations d'entreprises. Nous sommes le pays d'Europe où on crée le plus d'entreprises. Et la France a un rang désolant en matière d'entreprises exportatrices. Je rappelle, une centaine de milliers en France, bien sûr 300 à 400 000 en Allemagne, mais on est habitué à voir l'Allemagne meilleure que nous. Mais 200 000 en Italie. Et il faut se rappeler que l'Italie, c'est un pays de la taille de la France, mais en fait, l'Italie industrielle, c'est la moitié de l'Italie. Et donc, un pays 2 fois plus puissant que cette moitié de l'Italie a 2 fois moins d'entreprises exportatrices que l'Italie. Et l'Italie n'a pas sur nous cet avantage d'image qu'à l'Allemagne. Alors pourquoi ça? Je crois que c'est par le défaut de coopération. Et je voudrais revenir sur tous les éléments de ce défaut de coopération. C'est d'abord la coopération entre les entreprises et les pouvoirs publics. Vous regardez le rôle du MEDEF,
et vous regardez le rôle de la Fédération des industries allemandes. Dans un cas, c'est une attitude de coopération constante. Dans l'autre cas, c'est une revendication politique qui fait que le dialogue est jugé compromettant par les représentants des entreprises et est jugé comme une sorte d'épreuve par les autorités publiques. Il faut passer par ce dialogue, mais au fond, ce n'est pas une coopération. Et quand j'étais dans l'automobile, j'étais frappé de voir qu'à Bruxelles, le représentant du gouvernement allemand et les entreprises automobiles allemandes, ils arrivaient, alors pas officiellement la main dans la main, mais on ne pouvait pas glisser une feuille de papier à cigarette entre leurs positions. En France, rien de tel. Et ce n'est pas que l'affaire du gouvernement, c'est aussi l'affaire de l'attitude des entreprises dans leur dialogue avec le gouvernement. Alors, il y a là quelques signes positifs. On a rénové le Conseil national de l'industrie, les fédérations industrielles se sont rapprochées du cercle de l'industrie, mais, je le redis, c'est un enjeu majeur que d'avoir non pas un débat public entre le gouvernement et le patronat, ce débat peut toujours exister, mais aussi une coopération confiante, qui ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais qui veut dire que dans ce monde où la France constitue un système en concurrence avec d'autres systèmes, si les acteurs de ce système se déchirent entre eux sous l'œil attendri de leurs concurrents, c'est clair que le système France sera moins bon dans la compétition internationale. Second point de coopération, c'est entre université et enseignement et recherche et entreprise. C'est aussi un domaine d'action majeure du programme d'investissement d'avenir. Nous avons une recherche publique de très bon niveau. Nous avons une recherche industrielle qui est pas pire que d'autres, mais pas meilleure que d'autres. La coopération entre eux et elles n'est pas ce qu'elle devrait être, et il y a là encore à développer fortement cette coopération. Un certain nombre d'actions ont été engagées, mais il faut aller plus loin. Alors ça me conduit à évoquer une des questions que vous avez évoquées, monsieur le rapporteur, qui est notre système de formation initiale et continue. Dans la formation initiale, je considère que on est assez bon. Les coûts ne sont pas pires qu'ailleurs, la qualité de nos managers est reconnue dans le monde entier, et depuis que nos managers parlent anglais, ils sont en forte demande partout dans le monde. En formation initiale, donc, franchement, je crois qu'on a les qualifications. En formation continue, on n'est pas bon. On a mis un système en place, un système, c'était Jacques Delors, sous l'autorité de Jacques Chaban-Delmas, qui dans son principe était bon, c'est-à-dire faisant un accord patronat-syndicat, mais qui dans sa réalité n'a pas été mis au service de l'efficacité économique. Et donc on a un système cher, et on le voit dans les entreprises, ce n'est pas au cœur de la stratégie des entreprises que d'assurer la formation continue. Et donc, on annonce une réforme du système de formation continue. Je pense que c'est une réforme bienvenue et absolument nécessaire. On dit qu'on a du mal à recruter dans certains cas, c'est vrai, mais il est vrai aussi que les formations de réadaptation ne sont pas suffisamment promues, suffisamment attractives, et donc nous avons un enjeu majeur. Troisième problème de coopération insuffisante, c'est la coopération entre entreprises elles-mêmes. Et c'est probablement le plus grave. C'est vrai que là, je regarde l'Allemagne, je regarde le Japon, je regarde même l'Italie, que j'ai eu l'occasion de fréquenter dans ces trois pays, de voir les industriels. Il y a des coopérations
soit au sein de filières parfaitement structurées. Je reprends l'exemple de l'automobile. En France, il y a, bien sûr, il y a un MEDEF, il y a un comité des constructeurs automobiles, et puis il y a la FIEV pour les équipementiers. En Allemagne, il y a une structure unique, et qui a un rôle, une puissance, une efficacité, sans commune mesure avec les deux organisations séparées qui existent en France. Quand vous regardez les relations entre les constructeurs, les équipementiers de premier rang, les équipementiers de second rang en Allemagne, et quand vous regardez ce qui se passe en France, il n'y a aucune commune mesure. Il y a une filière qui fait exception, mais parce qu'il y a un donneur d'ordre, et il est franco-allemand, c'est la filière aéronautique. Mais de façon générale, la coopération au sein des filières est beaucoup moins forte en France qu'elle n'est ailleurs. On voit quelques signes de progrès. On a créé une plateforme automobile qui est encore modeste dans ses ambitions et bridée, disons, par la concurrence entre les deux constructeurs français. Mais on voit quelques signes de progrès. Mais je regarde, là j'ai parlé comparé avec l'Allemagne, en Italie, les entreprises italiennes à l'exportation, les entreprises d'un même secteur concurrentes entre elles en Italie, quand elles sont à l'extérieur, elles oublient qu'elles sont concurrentes entre elles. Il y a une entraide qui n'existe pas du tout au même degré qu'en France. Donc, au fond, ce mot de coopération qu'on a introduit dans les objectifs du programme d'investissement d'avenir, et dont nous faisons d'ailleurs une condition pour nos aides aux entreprises. Dans la plupart des cas, l'approche française traditionnelle, c'est qu'on aide une entreprise et puis on lui dit vous associerez bien sûr vos sous-traitants. Dans le système du commissariat général à l'investissement, nous n'aidons que si nous avons, parmi ceux qu'on aide et bénéficiaires directs de l'aide, autant les sous-traitants que l'entreprise principale. C'est-à-dire faire en sorte que les sous-traitants soient associés à l'innovation, participent, soient intégrés. On a aussi créé des institutions. Je pense aux instituts de recherche technologique, je pense aux instituts de transition énergétique, qui ont pour objet, alors ça crée certes une petite lourdeur administrative, mais cette lourdeur, c'est de forcer les gens à travailler ensemble. Au fond, c'est comme, je ne sais pas comment dire, mais dans la pédagogie, quelquefois, il faut pousser un peu quand l'idée ne vient pas spontanément. Et donc, on considère que notre rôle, un de nos rôles essentiels, est de forcer les gens à travailler ensemble. Voilà ce que je voulais dire de ma expérience initiale. Alors, je vais essayer de répondre à quelques-unes des questions qu'a posées M. Bouquin. Premièrement, nos outils défensifs. Juridiquement, effectivement, le monde change. Et le mot d'Europe qui protège, qui était un mot presque obscène il y a un certain temps, vient. Et c'est vrai que sur ce point, les Français étaient probablement ceux qui étaient le plus défensifs dans le discours, mais pas nécessairement le plus efficace dans la défense réelle. Pourquoi ça ? D'abord parce qu'on avait une attitude ambivalente, c'est-à-dire on ne savait pas si la priorité c'était d'attirer les capitaux ou la priorité était de défendre notre industrie. Et forcément, quand on a deux priorités contradictoires, aucune des deux n'est parfaitement assurée. Le second point, c'est que ce que j'ai dit sur la coopération interentreprises est critique. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient et qui voit qu'il y a un réseau de coopération, de liens, hésitera beaucoup plus que s'il voit chacun pour soi, et donc il peut prendre un élément et que ça n'interrompt ou il n'y a pas de disruption par rapport au système. Donc, je crois que le décret Montebourg était bienvenu. Il est envisagé de le renforcer dans d'autres secteurs. Et comme je l'ai dit au début, je pense que la nationalité d'une entreprise est importante.
Et c'est vrai que nos concurrents, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie, que ce soit les États-Unis, n'hésitent pas à, de façon formelle ou informelle, assurer cette protection. Bon, que dire de plus de cela? C'est que, et ça me conduit à venir au second point, l'actionnaire est roi. Dans le système suédois, on sait dissocier le pouvoir de la propriété. Dans les sociétés suédoises, certaines actions ont 10 droits de vote. Il y a même des grandes sociétés où certaines actions ont 1000 droits de vote. Dans le système américain, une entreprise comme Ford, il y a des classes d'actions différentes qui permettent de dissocier propriété et droit de vote. Ce n'est pas nul parce qu'il y a des actionnaires qui sont de court terme, dont le seul objectif est que chaque année, le rendement soit supérieur, mais l'avenir à long terme de l'entreprise n'est pas important. En France, on a développé le droit de vote double pour les actionnaires de long terme, c'est bien, mais c'est beaucoup moins puissant que ce qui existe à l'étranger et, au fond, les mécanismes de gouvernance entrepreneuriale aujourd'hui renforcent le rôle des actionnaires, quels qu'ils soient, que ceux-ci soient de long terme ou de court terme. Donc, les outils défensifs juridiques, c'est bien. On a décidé d'en étendre le champ, c'est bien à mes yeux. Alors, ça conduit assez naturellement à parler de la participation de l'État. Il se trouve que j'ai dirigé une entreprise qui, quand j'y suis entré, était détenue à 100% par l'État, et quand je l'ai quittée, était détenue à 15% par l'État. Bon. Il se trouve que quand j'étais directeur de cabinet du ministre de l'Industrie, on était dans la période qui a suivi les nationalisations. Je pense que, je le dis ici, les nationalisations industrielles en France, en 1982, ont été un succès. Les nationalisations bancaires ont été un échec. Pourquoi ces nationalisations industrielles ont marché? D'abord parce que le choix des dirigeants n'a pas été fondé sur des critères politiques. Ils n'ont pas tous été remplacés comme dans les banques et on a considéré que c'était un métier suffisamment difficile pour qu'il fallait pour y mettre des gens de qualité. Je pense que l'État majoritaire, avec des actionnaires minoritaires, est dans une situation fausse. Parce que les actionnaires minoritaires ont tous les droits d'actionnaire et donc l'État ne peut pas avoir une politique différente d'une politique actionnariale. C'est pour ça que je pense que les restructurations qu'on a pu faire dans l'industrie, je ne le répète pas dans la banque, entre 82 et 86 ont été bénéfiques dans un certain nombre de cas. Je pense que l'État actionnaire minoritaire est un point d'ancrage utile pour éviter justement, parce que les protections, les outils de protection sont limités, est un point d'ancrage utile pour une entreprise. Par exemple, je vois ce qui a été fait, je ne vais pas toujours citer Renault, mais je vais citer PSA, le fait que l'État soit entré à côté de Chinois et de la famille maintenue comme actionnaire minoritaire est un point de stabilité absolument essentiel pour PSA. Je pense que le fait que l'État soit actionnaire minoritaire de Renault à 15% est un point important pour protéger Renault de PSA. Et je dirais la même chose pour Air France. Donc je pense que cet État minoritaire, dès lors qu'il est professionnel, qu'il est avec une vision de long terme, mais qu'il ne prétend pas imposer une stratégie, et dans mon expérience, il n'a jamais essayé de le faire, en tout cas en ce qui concerne Renault, je pense que cet État a un rôle à jouer. Alors, en tant qu'actionnaire, son métier n'est pas d'être stratège. Son métier est d'être stable et, le cas échéant, de surveiller les choses comme un actionnaire stable qui pense au long terme à un métier de surveillance. Dans l'entreprise. Hein. Oui, absolument. Alors, troisième point, les actions du PIA. Comment faire? Alors, nous intervenons fortement dans le programme d'investissement d'avenir. Sur le troisième programme d'investissement d'avenir, les
ce qui concerne les entreprises, représente les 3/4 ou presque du programme d'investissement d'avenir. L'objectif est soit de combler des besoins de financement non satisfaits, soit d'encourager à faire des choses qui n'étaient pas considérées toujours comme assez importantes par les entreprises, et notamment des inflexions. Je pense au numérique, je pense à la transition énergétique, qui sont des domaines majeurs, où le PIA, alors à lui tout seul, quelques milliards ne changent pas les choses. Mais au fond, je regarde par exemple la transition énergétique, reconnaissons que pour le moment, la France est très en retard. C'est-à-dire que ceux qui sont industriellement puissants, c'est plus les Chinois que les Français. Mais à propos, aux États-Unis, on voit des buts. Alors, l'État peut mener de grands programmes, le spatial auquel nous avons contribué, l'aéronautique qui est soutenu par les États partout, mais dans les autres entreprises, la défense bien sûr, les autres entreprises, l'État a un second rôle. Alors, les champions européens. Vous avez évoqué Alstom Siemens. C'est vrai, c'est plus une absorption qu'une fusion. Vous avez évoqué Fincantieri. Je crois que c'était une opération qui était inéluctable. Et de même que le rapprochement Alstom-General Electric, on peut le regretter. Mais au moment où il est arrivé, je pense, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'avait plus le choix. C'est-à-dire que, comment dire, la sidérurgie s'est jouée en France avant qu'un Indien la rachète. Les champions européens, ce n'est pas facile parce que ce sont nos concurrents les plus proches. Autrement dit, là je vais prendre un exemple franco-français. On a beaucoup entendu un rapprochement dire qu'il faudrait avoir un champion français fusionner Renault et PSA. Bon, si on avait fusionné Renault et PSA en d'autres temps, ça aurait été un massacre social, bien sûr. Et comme c'était nos concurrents, comme on était très proches, ça aurait voulu dire que 1 + 1 faisait en chiffre d'affaires beaucoup moins que 2, même si peut-être le taux de bénéfice aurait été meilleur. Donc, les champions européens, ce n'est pas facile parce qu'on est effectivement nos concurrents les plus proches. On est sur les mêmes marchés, avec des produits souvent similaires, et donc les problèmes d'équilibre ne sont pas évidents. J'ajoute 2 autres points. J'ai parlé de nationalité comme un élément important. Il n'existe pas de nationalité européenne en termes d'entreprise. C'est un fait. Et donc, dans ces rapprochements, je répète, la seule exception vraie que je connaisse, c'est Airbus, et encore l'équilibre est un problème de tous les instants. Louis Gallois en parlerait beaucoup mieux que moi. En fait, je ne connais pas non plus de fusion entre égaux. C'est-à-dire, dans tout rapprochement de 2 entreprises industrielles, il y en a une qui domine l'autre, qui a le pouvoir chez l'autre, même si c'est du 50-50. Et par exemple, pour parler de Renault-Nissan, moi je parlais d'une alliance équilibrée. Mais équilibrée, ça voulait dire que Renault contrôlait Nissan et pas l'inverse, et que Renault avait été attentif aux intérêts de Nissan. Donc, je ne crois pas à la fusion entre égaux, et à vrai dire, dans ma vie, je n'en ai jamais vu une. Bon. Capacité d'exporter, je crois que j'ai traité ce sujet, ainsi que de la formation initiale. Et je conclus donc que mon exposé, qui était un peu long, et je m'en excuse auprès de vous, sur cette sorte de panorama, mais qui était brossé à très grands traits, et donc qui appelle peut-être, ou sûrement, des compléments que j'essayerai de donner si vous me posez des questions. Merci, Monsieur le Président. Passionnant.
plutôt que loin. Tout à fait passionnant et emblématique, et j'espère qu'il va nous structurer le futur projet que nous avons avec Martial et vous-même pour véritablement attirer le développement des entreprises sur les justes valeurs et en écartant ce qui malheureusement n'a pas marché précédemment. Peut-être qu'on va en arriver aux questions. Je vois que Laurent. Oui, Monsieur Schweitzer, merci tout d'abord d'avoir accepté de venir nous rencontrer à cette audition qui me semble importante, puisque votre longue expérience vient de nous enrichir, vient d'enrichir notre débat. Moi, il y a un point, bon, cette mission, c'est la fusion Alstom-Siemens. C'est ce qui a généré cette mission. Et vous imaginez que nous sommes ici tous très inquiets, tout simplement parce que nous sommes représentants de territoires sur lesquels nous avons des sites Alstom qui fonctionnent et dont on ne connaît pas du tout leur avenir et surtout le développement futur, connaissant l'incertitude. Et je crois que vous venez de nous conforter dans notre position par toutes les informations ou toutes vos réflexions que vous venez de nous donner. Alors l'importance de la nationalité des entreprises, je crois que vous l'avez évoqué plusieurs fois, et c'est bien sûr ce qui nous interpelle à nous en priorité. Donc pour nous aussi, bien sûr, que c'est plus une absorption qu'une fusion, cette affaire. Et l'État français a la possibilité aujourd'hui de peser dans cette négociation. Donc la question principale, c'est celle-là. Vous, enfin j'ai compris quand même dans tout l'exposé que vous avez fait, mais j'aimerais bien que vous précisiez encore plus. Aujourd'hui, si vous deviez donner un conseil à l'État français, quel conseil donneriez-vous? Merci. Madame Perrol. Merci de me donner la parole. Monsieur Schweitzer, bien sûr, merci infiniment pour cet exposé. Et il est évident, et mon collègue vient de le dire, que votre parcours donne un éclairage singulièrement intéressant aux propos que vous tenez et à l'appréhension que vous avez de ce sujet. Premier point et le plus important, c'est celui que vient d'aborder mon collègue. Vous nous avez dit que l'intervention de l'État devait toujours se situer très en amont et que l'État actionnaire, c'était à minima un point d'ancrage utile et c'était un élément de stabilité. On a un peu le sentiment qu'à l'heure actuelle, vous avez fait aussi un parallèle avec la fusion General Electric. C'est pas exactement la même donne, c'est pas exactement le même problème. Au moment de General Electric, se sont passés un certain nombre de choses, il y a eu quelques garde-fous. On a plutôt le sentiment que sur la fusion Alstom-Siemens, eh bien, l'État a renoncé volontairement, il peut encore se ressaisir, hein, il n'est pas trop tard, mais que l'État a volontairement renoncé à une situation qui était pourtant une situation qui plaidait à son avantage, puisque donc il avait bénéficié d'actions que lui prêtait Bouygues depuis 2014 et qu'il pouvait parfaitement les racheter. Donc, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour influer auprès de l'État pour qu'effectivement, eh bien, les choses ne se passent pas, puisque c'est donc dans les jours qui viennent hein, que les choses doivent se cristalliser. Donc, votre sentiment par rapport à ça, c'est vraiment pour moi la question la plus importante. Et puis, deux petites remarques annexes. Vous avez parlé de la faiblesse de nos exportations. Comment analysez-vous, j'imagine que vous êtes très informé de ceci. Nous avons tout récemment auditionné, c'était en commission des affaires étrangères, mais ça avait lié à nos exportations, le nouveau directeur de Business France et qui tend à faire du volet exportation une des focus de ses interventions avec les régions. Donc comment analysez-vous ceci? Est-ce que c'est de nature à peut-être pouvoir rebooster nos exportations pour des entreprises de taille moyenne, puisque les plus grosses n'ont pas nécessairement besoin de ceci? Vous avez salué le crédit impôt recherche, les effets positifs de celui-ci. On a tendance dans ce pays à trop souvent décrier des choses dès lors alors même qu'elles marchent. Par contre, vous avez dit qu'il fallait assurer sa pérennité. Je crois qu'on ne peut que vous rejoindre. Nos entreprises ont besoin de pérennité sur ce dossier-là. Et puis le dernier point, c'était par rapport à la formation. Vous avez parlé de la faiblesse de notre formation continue. Est-ce que quand même au niveau de notre système initial de formation, au-delà de la qualité de celui-ci, il n'y a pas des freins culturels à lever? Les métiers de la transformation, les métiers de l'industrie de transformation sont des métiers qui sont peu attractifs, qui sont culturellement dévalorisés dans notre pays. Quelles pistes préconiseriez-vous pour qu'on puisse un petit peu évoluer tout ça? Merci, Monsieur le Président.
Montaugé. Merci, Monsieur le Président, pour cet exposé extrêmement clair et pédagogique. Je voudrais, vous avez dit que en tant qu'actionnaire, donc dans l'entreprise, l'État ne devait pas être stratège, mais constituer un pôle, un point de stabilité. Pensez-vous la même chose pour ce qui concerne l'État dans son rapport à l'économie nationale en général? On entend souvent, voilà, plutôt que de faire lui-même, l'État doit fixer des orientations, donc assumer ce rôle de stratège à l'échelle de la nation. Voilà, que pensez-vous de cela? Et le deuxième point, en rapport avec cette possibilité ou si ce n'est cette nécessité d'un État stratège, comment appréciez-vous la situation de notre pays, notamment à la faveur de la mise en œuvre des PIA successifs, par rapport à la transformation du monde en matière économique, à la recomposition des chaînes de valeur, et à cette industrie qui finalement se transforme pour faire converger le numérique, le service et la productique. Est-ce que vous considérez que voilà, on opère correctement cette transition d'une industrie traditionnelle telle qu'on l'a connue au cours des 30-40 dernières années vers une industrie qui aurait un caractère, comme certains l'appellent, hyper-industriel? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Schweitzer, pour vos éclairages, parce que c'était très important pour nous. Moi, j'ai une question très simple, à laquelle j'ai du mal à avoir des réponses. Il y a 3-4 ans, lorsque les négociations entre Alstom, General Electric et Siemens avaient lieu, on nous expliquait qu'il n'y avait qu'un seul choix, c'était General Electric. Pourquoi pas? Et ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi 3 ans après, on nous dit mais le bon choix, c'est effectivement Siemens. C'est quand même assez paradoxal. Alors, ou on s'est trompé il y a 3 ou 4 ans, je ne sais pas. Ou alors, on ne s'est pas trompé et c'est un complément. Voilà, je voudrais bien avoir un peu d'éclaircissement sur ce sujet. Merci, Monsieur le Président. Oui, merci. Moi aussi, je voudrais vraiment vous remercier pour votre exposé. C'était extrêmement instructif, très, très intéressant. Oui, 2 questions qui peuvent paraître complètement différentes, voire ambivalentes, mais qui peut-être se rejoindront. Le premier, qu'est-ce que vous pensez de l'importance du dialogue social et de l'implication des salariés dans le développement et les évolutions de leur entreprise? On a auditionné différents chefs d'entreprise ou responsables d'entreprise et on voit bien que ce point-là peut avoir une importance extrêmement importante. Et la deuxième question, c'est que vous avez parlé de la frilosité des entreprises françaises à ouvrir leur capital. Comment pensez-vous qu'on pourrait les inciter à ouvrir ce capital de façon bien évidemment vertueuse? Voilà, Monsieur le Président, c'est à vous. Peut-être, Monsieur le Président, je rajoute deux, trois questions pour que vous puissiez synthétiser à la fin. Je vais rapidement sur les actions Bouygues. Vous avez remarqué comment ça s'était fait au niveau d'Alstom. Il y avait une clause de rachat et cette clause de rachat permettait à l'État français d'avoir la priorité sur ces rachats. C'était une très belle affaire financière en plus, au niveau financier. Et est-ce que ça aurait été un partenaire stable? Évidemment, c'est-à-dire et en veillant, comme vous l'avez dit, on est complètement en harmonie avec vous sur veiller aux intérêts français. C'est quand même 7 milliards d'euros, Alstom, et non seulement c'est 7 milliards d'euros, mais une puissance qui est quasiment comparable, sauf en signalisation. Est-ce que vous pouvez nous parler du retard des robotisations, il est flagrant, ce retard. Il est en train de se combler dans les grandes entreprises,
de l'automobile, mais au niveau du rang 2 et rang 3, la tribune hier titrait sur un grave problème parce que les rangs 2, rang 3 ne pourront pas suivre. Voilà. Et puis, dites-nous quelque chose sur le véhicule électrique et véhicule autonome, parce que, et notamment sur tous les objets connectés, quelle est la situation de la France dans le monde? Voilà. J'avais un petit truc en plus. Pardon. Mais merci, Monsieur le Président. Simplement, vous avez évoqué cette image en cours de restauration de la France, hein, qui est due au changement de président, hein, il faut le dire. Faut dire les choses comme elles sont. Est-ce que vous pensez justement que ce positionnement de la France qui reprend, j'ai eu d'autres réunions où on parlait de système gaullien, peut changer l'image qu'ont les autres pays et les partenariats qui peuvent se nouer avec la France, et dans le cas justement d'Alstom Siemens, de se dire, et la collègue a évoqué finalement, c'est peut-être pas perdu que l'État regarde ça autrement, et pourquoi pas l'État allemand aussi. Et donc, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a là une possibilité que cette affaire continue d'une toute autre façon? Oui. Pardon. Non, ça va être très court. Merci beaucoup pour votre exposé qui était vraiment très très intéressant. Je crois qu'on, malgré nos différences, ici autour de la table, on peut partager un certain nombre de choses. Moi, c'est sur Alstom aussi, et je partage le fait que c'est pas une fusion entre égaux, vous l'avez dit, on le sait, ça va être une absorption, et moi ce qui me dérange beaucoup, c'est pas sur un projet industriel, c'est une opération financière, il n'y a pas de projet industriel derrière. Alors que tout le monde le dit et tout le monde le sait, la France, dans les 10 prochaines années, va avoir un besoin énorme d'industrie ferroviaire. Ça va être le premier marché européen. Donc, moi, ma question, elle est simple, parce qu'un certain nombre, on a auditionné des syndicats, ils ont aussi des visions différentes, mais quelques-uns commencent à porter l'idée qu'on pourrait avoir un GIE, même si ça paraît complexe. Est-ce que c'est une solution que vous envisagez et de quel œil vous le voyez? Voilà. Ça m'intéresse énormément parce que même si chacun aussi avait notre différence, je crois qu'on voit que si demain cette fusion-absorption se faisait, il pourrait y avoir un risque pour de nombreux sites. Est-ce que vous y croyez vraiment à cette solution alternative? Parce qu'il faut bien aussi qu'on creuse quelques solutions alternatives. Donc, ce GIE, voilà. Je vous remercie. Bien. Pardon. Si le président Chatillon veut bien, j'ai une question directe. Est-ce que vous pensez, monsieur Schweitzer, que Siemens, finalement, s'est acheté la SNCF à moindre coût et que le solde de cette opération sera payé par une catastrophe sociale? Bon. Je vais faire de mon mieux pour répondre aux questions, étant précisé quand même, parce que, bien sûr, vous avez beaucoup parlé d'Alstom Siemens, qui est l'actualité et un sujet majeur. Moi, je n'en sais pas plus que ce que j'ai lu dans le journal. Donc, prenez mes réponses comme celles d'un spectateur et pas du tout d'un acteur ou de quelqu'un qui a une information du premier niveau sur le contenu des choses. Et donc, je vous demande par avance, je m'excuse par avance de décevoir un peu sur les réponses précises sur ce sujet, parce que je n'ai pas les réponses précises sur ce sujet. Peut-être une précision, nous avions fait venir le président Schweitzer sur la réindustrialisation du pays. Hein. Oui, bon. Ouais. Oui, j'entends bien. Je veux le rassurer quand même. Il n'était pas là pour. Bon. Alors, je ne réponds pas exactement dans l'ordre où elles ont été posées, mais je ne sais pas pourquoi l'État a renoncé à son droit, au droit de préemption qu'il avait acquis à un moment donné. Je pense
qu'en tout état de cause, l'État, même s'il était resté un actionnaire important de l'ensemble, que je ne pense pas que c'est le métier de l'État de gérer une industrie ferroviaire en direct. Et bon, je l'ai vécu dans l'automobile. Hein, je veux dire, quand, au fond, quand je suis arrivé chez Renault, je n'avais aucune idée qu'il fallait privatiser Renault. Et c'est parce que j'ai constaté que les rythmes de décision et les finalités de l'État étaient différentes de ceux d'une entreprise et ont notamment conduit à l'échec de la fusion Renault-Volvo, que j'en ai conclu que l'État majoritaire dans une industrie non régulée, au sens d'une industrie vraiment exposée entièrement à la compétition internationale, ce qui est différent d'EDF ou d'autres entreprises régulées, n'était pas l'acteur le plus agile et le plus efficace possible. Donc, l'aspect financier, je ne vais pas m'exprimer. Alors, sur cette fusion Alstom-Siemens, l'État peut gérer le temps, mais il ne peut pas gérer éternellement. Je veux dire par là qu'à un moment donné, dans toute entreprise, les sites sont, du point de vue des dirigeants de l'entreprise, d'une certaine façon, en compétition entre eux. Aucun dirigeant d'entreprise n'a intérêt à aller vers une consolidation totale de ces sites. Je veux dire, l'idée du site unique, qui était une idée ancienne, on peut penser à Volkswagen, à Wolfsburg, à d'autres. On voit bien aujourd'hui que c'est une fragilité. Donc, la consolidation dans une entreprise ne veut pas du tout dire, voilà, il n'y aura plus qu'un site dans tel domaine. Mais il y a un élément de compétition entre les sites, c'est certain, et quand on attribue une fabrication nouvelle, un rôle nouvel, on fait des comparaisons. Et même que quand Renault avait des usines en France, une usine qui avait une dynamique de productivité et de qualité avait plus de chances d'avoir une nouvelle fabrication qu'une usine qui n'avait pas cette dynamique de qualité, et que cette compétition au sein d'une entreprise était aussi un élément de progrès pour l'entreprise. Alors, j'ai dit tout à l'heure que pour la fabrication, la nationalité était un peu moins importante que pour les centres de recherche et les sièges sociaux. Je suis convaincu, et j'ai dit aussi, que dans le système franco-allemand, les coûts la France en termes de coûts était plus compétitive que l'Allemagne. Donc je considère que dans cet ensemble qui sera quand même, je pense in ultimo, piloté stratégiquement par Siemens, les sites français ont toutes leurs chances. Je ne considère pas du tout il n'y a jamais de garantie perpétuelle d'un site. Ceux qui l'ont cru ont constaté que ce n'était pas vrai. Mais il me semble que c'est une compétition où on ne part absolument pas battu. Et que, compte tenu du caractère de cette entreprise, compte tenu aussi du fait que Siemens, que je connais un peu, est une entreprise qui a une vision de long terme. Et est une entreprise qui a cette tradition quand même, c'est pas le capitalisme sauvage, si je puis dire, c'est ce qu'on a appelé le capitalisme rénant à son degré le plus extrême, c'est-à-dire où, il y a une vision du long terme, il y a une vision de la pérennité des sites, il y a une vision de l'acceptabilité sociale de ce qu'on fait. Je suis convaincu que les sites d'Alstom, dans un système où l'État peut intervenir, mais n'est pas le pilote, que les sites d'Alstom ont absolument toutes leurs chances dans ce domaine, et que après il y a des enjeux technologiques qui seront au fond, il y a des technologies concurrentes en matière ferroviaire, il y a que ce soit en signalisation ou en matériel roulant. Bon, il y aura effectivement, comme il y a au sein des entreprises quelquefois, des choix qui seront peut-être faits.
Pourquoi on a d'abord pris General Electric et puis après qu'on s'est tourné vers Siemens, au fond, je vois, pour le ferroviaire, disons, General Electric n'était pas intéressé, donc, point. Et General Electric est en pleine restructuration en ce moment, donc on ne sait pas quelle est leur vision de long terme. À l'époque, et c'est quelque chose qui nous avait piloté quand on a fait le rapprochement Renault-Nissan, on avait considéré qu'un rapprochement plus proche avec un Européen était plus négatif sur l'emploi qu'un rapprochement avec quelqu'un de plus lointain. Parce que la concurrence était plus immédiate. Bon, je ne peux pas répondre bien au-delà, je suis confus de cette réponse limitée, mais je pense qu'on a essayé de faire le mieux qu'on pouvait. Alors, faiblesse exportation et le rôle des régions. Dans la faiblesse de nos exportations, il y a plusieurs facteurs. Il y a ce que j'ai évoqué, qui est assez longuement, qui est la coopération entre les différents acteurs. Bon. Il y a un second point dans les grandes entreprises que j'ai aussi évoqué en passant, c'est que, au fond, depuis, mais j'y reviens, que les entreprises allemandes ou les entreprises suisses ont toujours considéré que leur base nationale était une priorité absolue et que les entreprises françaises ont toujours eu une rationalité de fabriquer sur les lieux de vente. Je vais vous citer un autre exemple qui m'avait été donné par un très grand patron qui est mort, qui s'appelle Antoine Riboud. Antoine Riboud, comme vous le savez, avait acheté une grande marque de bière alsacienne. Et à l'époque, j'étais au budget, j'étais rapporteur, je travaillais dans une commission du plan. Et le paradoxe, c'est que tous les grands brasseurs, il n'y avait pas un grand brasseur en Allemagne, mais il y avait des grands brasseurs en France. Il y avait en fait à l'époque 2 des 4 plus grands brasseurs européens qui étaient en français. Que l'Allemagne était exportatrice nette de bière et que la France était importatrice nette de bière. Parce qu'effectivement, la bière, c'est de l'eau, une quantité de houblon et de malt, et un truc en verre. Et franchement, transporter de l'eau, c'est pas très rationnel. Et donc, les brasseurs français fabriquaient là où ils vendaient. Et les brasseurs allemands fabriquaient en Allemagne et mettaient Made in Germany. Et bon, vous pouvez dire, la bière faite en Allemagne, c'est un avantage d'image. Mais ce n'était pas que ça. C'était qu'ils avaient l'idée qu'en tant qu'Allemands, ils devaient fabriquer en Allemagne. Ce que les Français n'avaient pas. Donc ça, c'est un second facteur qui explique aussi le fait que les Allemands soient plus exportateurs que nous. Et puis, il y a un troisième facteur, c'est effectivement une certaine timidité ou anxiété des petites et moyennes entreprises vis-à-vis de l'exportation. Et timidité qui n'est pas effacée par la coopération interentreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, je pense qu'effectivement, les régions ont un rôle tout à fait essentiel. Pendant un temps, j'ai travaillé sur la période récente auprès de Laurent Fabius, qui avait fait une réforme du ministère des Affaires étrangères, et je lui avais suggéré, ce qui a été décidé d'ailleurs, de nommer auprès des préfets, non pas un diplomate de 60 ans, mais quelqu'un de plus jeune qui soit dans le cabinet du préfet et qui puisse faire du lien. Autrement dit, faire que... et les autorités régionales ont aussi un rôle là-dessus, et Business France aussi, mais que, au fond, lever cette barrière d'anxiété et d'ignorance que les entreprises ont vis-à-vis de l'étranger, qui est vécu comme quelque chose de dangereux, de risqué, et qui fait que, comme déjà la pression de croissance n'est pas assez forte, l'idée qu'en plus il y a ce risque de la langue, de l'environnement,
de la distance, comment est-ce que je me ferai payer, tout ça, il y a beaucoup à rassurer les entreprises, autant qu'à les encourager. Et je pense, je le redis, que les régions ont, comme les institutions régionales de l'État, un rôle majeur à jouer, parce que j'ai parlé du volume d'exportation, mais il y a aussi le nombre d'entreprises exportatrices. Et ça, franchement, et là aussi, les entreprises ségrégèrent. C'est-à-dire que si vous connaissez une boîte qui a bien réussi dans tel endroit, ça vous donne l'idée d'y aller. Donc, et là, ça se passe au niveau régional pour les PME, ça ne se passe pas à Paris. Et on ne peut pas... bon, j'ai été pendant 1 an président du MEDEF international, on emmenait des troupeaux d'entreprises dans différents pays, mais une visite comme ça n'apporte pas grand-chose parce qu'une décision comme ça ne se prend pas en 24 heures en se promenant. Donc je pense que cette approche régionale est tout à fait critique. Alors sur la formation initiale et les métiers peu attractifs dans l'industrie et dans le secondaire. J'étais toujours frappé, alors là je vais contre toute la doctrine, hein, mais quand on ouvre dans une usine automobile, franchement le travail de col bleu, d'ouvrier à la chaîne, est un travail difficile. Hein. Il y a de l'automatisation, mais enfin, quand vous devez faire quelque chose sur une voiture et qu'il défile 60 voitures à l'heure, et que vous devez sans erreur faire des opérations qui ne sont pas les mêmes sur chaque voiture, parce que chaque voiture a ses options, ses couleurs, ses équipements et tout, donc c'est pas des tâches répétitives au sens traditionnel, celles-là sont automatisées. Mais c'est des tâches qui se répètent 60 fois par heure. Donc des tâches difficiles. Quand on ouvrait un emploi chez Renault, il y avait toujours pléthore de candidats. Renault payait pas mal, mieux que le SMIC. Nos fournisseurs, qui étaient près de nous, quand ils voulaient recruter un emploi sur leur chaîne, qui n'était ni pas plus facile, mais pas plus difficile que Renault, avaient du mal à recruter. Alors ils payaient au SMIC. Et au fond, pour les jeunes, parce que reconnaissons que travailler à la chaîne, passer 45 ans, ça commence à être difficile. Hein. Le dos et les bras ne sont plus ce qu'ils ont été. C'était pour les jeunes, c'était le fait de pouvoir, avec ce salaire, vivre de façon indépendante. Avec un SMIC en région parisienne, on ne vit pas de façon indépendante. Et donc, l'attractivité, alors je sais bien que je vais contre la doctrine générale, est le fait de pouvoir vivre une vie indépendante avec ce qu'on gagne. J'étais frappé, j'étais il y a quelques jours en Grande-Bretagne, au début de cette semaine, à vrai dire, et vous allez en Grande-Bretagne et vous allez dans n'importe quel restaurant, vous dites bonjour et votre serveur ou le maître d'hôtel, il est français. Vous allez en France et vous parlez à un restaurateur, il dit je n'arrive pas à recruter de serveur ou de maître d'hôtel en France. Vous demandez le salaire en Grande-Bretagne et vous demandez le salaire en France et vous comprenez qu'effectivement il y a un certain nombre de gens qui sont allés de l'autre côté de la Manche. Bon, je ferme cette parenthèse qui est totalement contraire à la bonne doctrine. Cela dit, sur ces métiers peu attractifs, je pense qu'il y a un rôle majeur des entreprises, en dehors de contribuer à la formation, c'est de permettre des formations qui donnent une perspective de carrière. Au fond, quand vous allez dans une société tertiaire, vous avez assez naturellement l'espoir de progresser. Dans une entreprise industrielle, cet espoir de progresser, vous avez l'impression, et là je ne parle pas que des femmes bien sûr, qu'il y a des plafonds de verre. Et que ces plafonds de verre, c'est que, pas pour accéder au premier niveau de maîtrise, mais même, mais pour accéder à la vraie maîtrise, il faut des formations complémentaires. Et je pense que ces formations destinées à l'avancement ne sont pas données de façon suffisante et ne figurent pas assez dans les perspectives des gens qui entrent dans une entreprise industrielle. Il y a, je pense, parce que je le redis, la perspective d'être 40 ans de sa vie à la chaîne, c'est pas une perspective attractive. Et donc il faut
vraiment nourrir ces perspectives de promotion par la formation, et donc pas seulement attirer sur l'emploi, mais attirer sur la carrière, ce qui implique une politique de gestion. Et le fait, comment dire, que les formations initiales soient mieux répandues qu'avant, fait que la promotion interne est paradoxalement plus difficile. Alors, l'État stratège. L'État stratège n'est donc pas stratège au niveau d'entreprise individuelle, mais il essaye de pousser dans des grandes directions. Bon, c'est le cas des programmes d'investissement d'avenir, c'est le cas du grand programme d'investissement de 57 milliards, et les lignes, c'est bien sûr le numérique, la transition énergétique et, de façon générale, notre capacité d'innovation. Là, je trouve qu'il y a une bonne nouvelle en France, c'est qu'on voit de plus en plus de grandes entreprises qui nourrissent des start-up parce qu'elles voient bien qu'elles vivent en absorbant des idées et que les grandes entreprises, c'est très bon dans la gestion des idées, mais c'est moins bon dans la création d'idées. D'ailleurs, on le voit dans les labos pharmaceutiques. Maintenant, au fond, l'invention est faite à l'extérieur et puis après, le process de validation et de développement du médicament, qui coûte extrêmement cher, est mieux fait dans ce système industriel qu'est la grande entreprise. Donc là, je vois une évolution qui est positive. Bien sûr, l'État a en charge la compétitivité et il a à traiter aussi, à encourager ce qu'on appelle la compétitivité hors coût. Alors, on ne ressuscitera pas une industrie horlogère française. Ça, c'est pas vrai parce que les Suisses ont effacé les choses. Mais bon, je ne pense pas qu'on ressuscitera une industrie machine-outil française. Il n'y en a plus. J'étais au ministère de l'Industrie au moment où le plan de Dreyfus pour soutenir cette machine-outil a échoué. Mais je prends l'exemple des IA, je prends beaucoup d'autres exemples. Je prends par exemple les textiles techniques. Oui, on a une industrie qui tient le coup et même qui se développe. Et on peut en citer d'autres exemples. Dialogue social et implication des salariés. Je suis un fanatique de ce sujet. Je me souviens, quand je suis arrivé chez Renault, j'étais directeur, après un an de stage, j'ai été nommé directeur de contrôle de gestion, et on présentait au comité d'entreprise des comptes qui étaient incompréhensibles, parce que la loi disait on présente les comptes de la société mère et pas les comptes consolidés du groupe. Or, la seule chose qui ait du sens, c'est les comptes consolidés du groupe. Alors, forcément, on avait un dialogue de sourds. Mon expérience chez Renault, je suis resté quand même pas mal d'années, c'est que, au fond, on arrivait à une situation où la cohérence entre la prospérité de l'entreprise et l'intérêt des salariés était perçue par tous, quel que soit le syndicat, quelle que soit l'allégeance, mais parce que on ne racontait pas de crack et on tenait les engagements. Alors, il pouvait y avoir des divergences de vues sur certains points. Mais à propos, ceci a conduit que, pendant les 13 années où j'ai été président de Renault, alors que nos ventes en France étaient stables, à 700 000 voitures par an, nos fabrications en France sont passées d'1 million à 1 300 000 voitures par an. C'est-à-dire qu'on a doublé nos exportations. Et on l'a fait parce que les salariés avaient perçu que la productivité que nous plaidions, les progrès qualité, étaient de leur intérêt. Et la récompense, effectivement, c'est que on avait doublé nos exportations à partir de la base France. Alors, la frilosité à ouvrir le capital des entreprises, je pense qu'il faut faire des courbes d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on a des mécanismes de quasi-fonds propres, divers, qui font que on peut dissocier un peu, alors pas éternellement et pas toujours, l'ouverture du capital, l'augmentation des fonds propres et le partage du pouvoir. Alors, je pense qu'à un moment donné, le partage du pouvoir a quand même des vertus. Mais il y a probablement une courbe d'apprentissage qui fait qu'on accepte d'ouvrir son capital, mais qu'on n'a pas envie de perdre
le pilotage de son entreprise. Et bon, mais il y a des obstacles psychologiques. Alors, le retard de robotisation. Bon, comment s'explique-t-il ? Il y a bien sûr le sujet du taux de marge. Il y a aussi la pression de l'exportation. Si vous partez de l'idée que vous voulez vendre à l'étranger en France, avec des salaires qui sont ce qu'ils sont, et on ne va pas mettre nos salaires au niveau polonais ou bulgare, ça veut dire que vous êtes amené à automatiser et robotiser. Et les Allemands qui veulent exporter à partir de la base nationale, forcément, ils doivent automatiser et robotiser. Mais si vous avez la logique de fabriquer ailleurs, la pression ou l'incitation à progresser en coût fortement en France est plus faible. Donc, il y a à la fois sur les marges, mais les mesures récentes ont franchement créé sur ce point des éléments qui restaurent fortement les marges, mais il y a aussi cette idée qu'on doit être compétitif, pas seulement sur le territoire national, pas seulement en défense, mais en offense. Offensive, pardon, pas offense. Offensive. Et je pense que c'est la pression des deux qui va susciter un effort de robotisation. Par ailleurs, il y a des aides spécifiques et le PIA est un des acteurs de ces aides spécifiques. Véhicules électriques et autonomes, pardon, je vais finir vite. Je considère que le véhicule électrique, il a un avenir. Le sujet du véhicule électrique, il n'y en a qu'un, c'est les batteries. Et pour le moment, les batteries, elles sont japonaises et chinoises, elles ne sont pas françaises. Mais le sujet du véhicule électrique, c'est des batteries moins chères qui vivent plus longtemps. Bon, espérons qu'elles soient françaises. Je ne pense pas que l'hydrogène soit pour l'automobile la vraie solution d'avenir. Peut-être, mais c'est mon jugement. C'est une question qui est posée. Oui, je sais, mais je pense que le choix électrique est plus porteur d'avenir que le choix hydrogène. Je ne parle pas pour les camions. Hein. Les camions, le gaz et l'hydrogène sont les meilleures réponses. Et pour les bus aussi, mais pour la voiture particulière, je pense que la batterie était la meilleure solution. Le véhicule autonome, c'est pour moi la première révolution dans... Enfin, il y a eu deux révolutions dans l'automobile depuis son invention en 1886. C'est Ford qui en a fait un objet populaire fabriqué en série, et c'est le véhicule autonome. Et sur le véhicule autonome, on a deux constructeurs qui sont raisonnablement bien placés et un équipementier qui est en flèche, qui est Valeo, et qui a compris que son avenir passait par son succès. Je ne pense pas qu'on verra des véhicules totalement autonomes d'ici 3 ans, comme certains l'ont dit, mais je pense qu'on a une chance d'ici 10 ans d'en voir. Et qui, alors, là où il n'y aura plus de volant, plus de pédales, et vous lirez votre journal pendant que votre voiture vous conduit. La question, est-ce que l'image de la France étant améliorée, on peut remettre en cause l'accord Alstom-Siemens? Non. À mon avis, non. Parce que la remise en cause, au fond, le fait qu'un accord ne soit pas respecté, c'est destructeur d'image. Je veux dire, on ne peut pas faire une chose et son contraire. Je ne pense pas que Siemens ait l'ambition d'acheter la SNCF. Et franchement, je pense qu'on aura des concurrents. Et c'est ce qui fait peur à Siemens. Chinois, qui proposeront, parce qu'ils en font beaucoup chez eux, du matériel ferroviaire ou des mécanismes de signalisation, et que la SNCF aura le choix, et que la pression sur Siemens existera pour continuer à être productif et efficace et pour utiliser au mieux les compétences d'Alstom. Voilà, je vois que je suis allé à la limite. Monsieur le Président, merci beaucoup pour à la fois votre expérience, votre compétence et votre capacité à intégrer toutes les questions qui vous ont été posées. Et en tout cas, sachez que pour nous, ce sera une très bonne ligne de direction et que nous suivrons avec grande attention, avec
Martial pour notre rapport sur la compétitivité des entreprises. En tout cas, merci vraiment de nous avoir consacré ce temps. Et pour ceux qui ne vous connaissaient pas, c'est aussi la découverte d'un homme assez exceptionnel. Merci à vous. Voilà pour l'audition de Louis Schweitzer, l'ancien patron de Renault, ex-commissaire général à l'investissement, aujourd'hui à la tête d'Initiative France, qui s'est donc exprimé devant les sénateurs de la mission d'information sur Alstom, une mission qui travaille particulièrement sur la façon dont l'État a géré les évolutions passées et récentes d'Alstom, notamment la fusion Alstom-Siemens, et qui s'intéresse également à la question de la stratégie industrielle de la France. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.